Notre invité est Pape Diouf, une légende du ballon rond, toute une vie de football. Sujet actu, la montée en puissance de la Chine en Afrique, explication et analyse. La sorcellerie sur le continent, vérité et contre-vérité, c'est notre débat de société. Numérique, musique, dossier cinéma, toutes les cultures sont dans Rendez-vous au maquis. Bonsoir, Mbotenabino et bienvenue dans ce 3e numéro de Rendez-vous au maquis avec mon invité Pape Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Pape Diouf, l'une des personnalités les plus populaires du football et vous publiez aux éditions Grasset un livre, une autobiographie qui s'appelle « C'est bien plus qu'un jeu ». Oui, c'est bien ça, oui. Vous connaissez le principe de l'émission, on va parler de culture, débattre de sujets de société, évoquer tout ce qui fait vibrer le continent et d'ailleurs ça commence maintenant. Chine, Afrique... Les deux mots accolés intriguent, inquiètent parfois. Mais qu'en est-il réellement? Sur le continent, impossible de les louper, ces enseignes asiatiques. Restaurants, produits manufacturés, on les retrouve un peu partout. Au Mali, c'est en bonne intelligence et avec un intérêt bien compris que l'on accepte ces nouveaux entrepreneurs. C'est quelque chose de positif, en ce sens que ça sera un brassage culturel. Donc parce qu'ils viendront, ils ne travaillent pas seuls dans la cuisine. Donc les Maliens sont à leur côté, qui sont des aides cuisiniers et qui au finish voilà, apprennent la cuisine asiatique ou la cuisine chinoise. Un grand merci aux Chinois pour leur présence au Mali. Grâce à eux, beaucoup de jeunes trouvent de l'emploi dans la vente de téléphones portables. Et la télé n'est pas en reste. Depuis quelques mois, une chaîne de télévision chinoise est désormais accessible sans abonnement avec des programmes en français. Avec un taux de croissance moyen de 5%, le continent fait l'objet de toutes les attentions. Et pour apaiser son économie en surchauffe, la Chine est devenue l'un des tout premiers importateurs de matières premières au monde. Bois, maïs, pétrole, cobalt, métaux précieux, elle en a des besoins gigantesques. Cela tombe bien, le continent, lui, manque d'argent pour développer de nouvelles infrastructures. Alors, quand ils évoquent cette collaboration Chine-Afrique, les puissants parlent de « gagnant-gagnant », une expression qui fait grincer quelques dents. Les Chinois ne connaissent pas la législation du travail des pays. Parfois, c'est des horaires illimités. Et ils ne connaissent presque pas du tout des heures supplémentaires. C'est-à-dire quand il y a du travail, il faut continuer de travailler. Parfois, les salaires ne sont pas à hauteur, parce que là aussi, il y a un minimum qu'il faut respecter. Et sachant que nous sommes dans une situation où aujourd'hui le chômage est très élevé, quelque part, on est obligé d'accepter ce qu'ils te proposent. Sinon, eh bien, vous perdez votre emploi. Autre reproche fait aux entreprises chinoises, faire venir de Chine leur propre main-d'œuvre pour baisser leurs coûts de production et rafler ainsi tous les appels d'offres. Yao Liang est ainsi venu de Chine il y a 2 ans avec 4 de ses collègues pour travailler à Madagascar. Et ça n'est pas pour s'imprégner de la beauté du paysage. Si le commerce marche bien, c'est sûr, je reste ici à Madagascar. Si le commerce ne marche pas bien, l'entreprise va sûrement me dire de rentrer en Chine. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique et donc son premier bailleur de fonds. Mais une autre superpuissance pointe déjà son carnet de chèques, le Japon. Le pays vient d'annoncer une aide publique de plus de 10 milliards d'euros. Le continent aiguise encore bien des appétits.
Bonsoir Adam Agaï. Bonsoir. Journaliste, essayiste, vous êtes l'auteur du Dragon et l'autruche aux éditions de l'Harmattan. Bonsoir Didier Akoueté. Bonsoir. Président d'Afrique Search, un cabinet de recrutement spécialisé dans le placement de cadres africains un peu partout dans le monde, donc en Chine aussi. Adam Agaï, on l'a vu dans le reportage, le continent est devenu une espèce d'Eldorado pour entrepreneurs chinois. Mais comment tout ça a commencé ? Ce n'est pas un phénomène nouveau. Il faut bien savoir que bien avant l'actuel rush, il y a eu un afflux des Chinois en direction du continent africain, en particulier au début des années 60, au début des indépendances africaines. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la Chine, qui venait d'être créée en 1949, le 1er octobre 1949, avait besoin de transcender le clivage qui divisait le monde à l'époque entre, d'un côté, l'Union soviétique, désormais défunte, et de l'autre, les États-Unis qui dirigeaient le monde occidental. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la première rencontre était idéologique ? Absolument. Et non pas économique ? C'était idéologique. Bien avant même cette rencontre, il y a eu au XVe siècle des visites de Chinois par leur amiral Zheng He qui a sillonné les côtes africaines. Mais nous parlons du phénomène récent né de la création de la République populaire de Chine en 1949 et qui a commencé par une fraternité idéologique avant de connaître un tournant économique à partir de 1982 avec l'inflexion économique de la Chine qui s'est poursuivie par les politiques de réforme et d'ouverture et qui ont fait qu'à partir de 1993, quand l'économie chinoise, connaissant un taux de croissance important, parfois à 2 chiffres, était contrainte d'aller au-delà des frontières chinoises pour trouver les ressources naturelles qui font défaut à la Chine en son sein pour soutenir cette croissance économique. Et c'est l'Afrique où se trouvaient ces ressources-là. Ça a donné une nouvelle orientation à la coopération. Tout justement, parlant économie, Didier Akoueté, le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine a été multiplié par 20 en seulement 12 ans. Comment vous expliquez cette fulgurance, cette hausse absolument incroyable, cette explosion? Il faut savoir que quand on prend la structure du business chinois avec l'Afrique, et à les ressources naturelles, bien sûr, qui représentent à peu près 30%, vous avez l'agriculture, vous avez les services, vous avez la finance, vous avez les textiles. L'AGOA, par exemple, le fameux accord de coopération avec les Américains qui permet aux textiles africains de rentrer sur le territoire américain libre de droit, les Chinois investissent massivement. C'est-à-dire plus de 50 millions de dollars ont été investis dans des pays comme Maurice, Madagascar, le Kenya, où on a mis en place des zones de production textile. On dit que le continent accueillerait près de plus d'un million de ressortissants chinois et plus de 2000 entreprises. Quand vous prenez le Nigeria, par exemple, il y a plus de 1000 entreprises chinoises enregistrées, plus de 100 000 Chinois. Quand on prend l'Angola, on dit qu'il y a plus de 2 millions de Chinois. Et en réalité, et Adama peut-être le confirmera, il paraît que la stratégie de la Chine, c'est d'exporter 300 millions de Chinois en Afrique. Alors, Pape Diouf, l'un des aspects visibles de cette conquête de la Chine en Afrique, ce sont les stades. Les Chinois construisent des stades en Afrique. Vous pensez que demain, un président chinois dans un club africain, c'est possible? Oui, envisageable, souhaitable? Ce n'est sans doute pas impossible, mais au-delà de ce que disent nos invités, il y a eu, c'est vrai, cette avancée idéologique de la part de la Chine. Il y a aujourd'hui cette réalité économique. Mais il y a, me semble-t-il, ce que la philosophie populaire nous apprend, c'est que quand la nature a toujours horreur du vide, et aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, c'est d'abord, je dirais, la démission... Une réponse à ce vide? Évidemment, la démission, je dirais, des pays qui, historiquement, ont eu des attaches en Afrique et qui, aujourd'hui, bon, quelqu'un a évoqué effectivement la fermeture éhontée des frontières. C'est, je pense, ce vide-là, aujourd'hui, que les Chinois remplissent à tout point de vue. Évidemment, l'édification des stades n'est pas nouvelle. Je veux dire, c'est quelque chose qui est très ancien en Afrique. Mais au-delà de cet aspect purement sportif, il y a effectivement aujourd'hui la pénétration chinoise en Afrique, qui est d'ordre idéologique, qui est d'ordre économique, mais qui, me semble-t-il, est d'abord, j'allais presque dire, une pierre jetée dans le jardin de nos anciens colonisateurs, qui les uns et les autres ont non seulement démissionné sous différents prétextes, on peut de toute façon les énumérer, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je dirais, comme une fatalité. Messieurs, la présence chinoise en Afrique pose question, et pas comme acquis, regardez. Je me demande de savoir si la technologie chinoise est-elle supérieure ou inférieure à celle de l'Europe ou des États-Unis. J'aimerais savoir pourquoi, quand ils ouvrent, par exemple, certaines organisations, ils n'embauchent pas les autochtones. Alors Didier Akoueté, est-ce qu'il y a une réelle différence qualitative entre les produits manufacturés selon qu'ils viennent d'Europe,
d'Asie, de Chine en tout cas, ou des États-Unis? Si vous voulez une voiture à 10 000 francs CFA, on va vous la produire, j'exagère à peine. Vous parlez des Chinois, là. Rolls, les Chinois vous la produisent. Les Chinois font des avions, ils ont des technologies extrêmement sophistiquées parce qu'ils ont compris comment évolue le monde. C'est le pays qui a le plus d'ingénieurs au monde qui sort des universités chaque année. On parle de plus de 500 000. Donc en termes de technologie, la Chine sait faire. La Chine produit le pire comme le meilleur. Or, malheureusement, sur les marchés de masse, ce sont les pires qu'on voit et aussi des produits qui parfois ne sont même pas acceptés sur le marché chinois, qu'on envoie en Afrique parce que c'est une passoire, il n'y a pas de réglementation. Vous arrivez à corrompre un douanier pour faire entrer des produits fallacieux, des produits toxiques, etc. Donc, c'est une espèce de champ ouvert pour les produits chinois qui ne peuvent s'écouler nulle part ailleurs. Donc, il appartient à l'Afrique de redéfinir la coopération et d'exiger ce que les Chinois doivent produire pour l'Afrique et ce qui rentre sur nos marchés. Il y a une deuxième question que vous avez entendue d'une téléspectatrice qui parlait de la question de l'emploi des autochtones. Adam Agaï, vous voulez répondre? L'argument que les Chinois, les chefs d'entreprise de la Chine avancent, c'est que pour être efficace, pour aller vite dans la réalisation des projets qui leur sont confiés, il faut qu'ils travaillent avec des gens qui, d'une part, parlent la langue chinoise, le mandarin, comme ça, le message passe de haut en bas et est appliqué immédiatement. Deuxièmement, ils savent que les travailleurs chinois qu'ils amènent, entre guillemets, sont taillables et corveillables à merci. Parce que les Africains, non? C'est pas la même chose. Les Chinois, à la limite, sont assujettis à des modes paramilitaires de fonctionnement de leurs ouvriers. Si vous êtes en Chine, par exemple, vous voyez le matin, devant les entreprises, devant les bureaux, le personnel qui se met en queue, qui fait des marches militaires avant d'entrer au travail. À la limite, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien. Ce n'est pas la même chose en termes d'éthique du travail, en termes de respect du travail, que sur le continent africain, où, on peut le dire quand même, les vagues de démocratisation ont laissé au niveau des individus une certaine culture de revendication syndicale. La Chine-Afrique ne laisse personne indifférent, messieurs. D'autres questions vous attendent. Je voulais savoir s'ils viennent réellement pour rester pour du bon ou bien qu'ils vont rentrer un jour dans leur pays. Il paraît que des Chinois qui viennent faire des grands travaux en Afrique sont des prisonniers. Est-ce vrai? Alors, Didier à côté, la présence chinoise en Afrique, c'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée? Si c'est indéterminé, les Chinois vont rester. Et en fait, vous savez, les conquêtes humaines et commerciales ont commencé comme ça. Mais votre avis? L'histoire de l'Amérique, ils sont là pour durer, pour un contrat? Ils sont là pour durer. Parce que la croissance de l'Afrique, c'est sur au moins une cinquantaine d'années. C'est-à-dire, comme on dit, la prochaine croissance, la prochaine frontière de croissance, c'est l'Afrique. Et la Chine, avec plus d'1 milliard d'individus, a besoin d'exporter sa main-d'œuvre. Et si cette main-d'œuvre se développe économiquement ailleurs, elle y restera. Si les législations africaines le permettent, parce que c'est aussi ça. Si vous envoyez des ouvriers chinois qui sont corvés à merci, qui font du dumping social, etc., dans nos pays, et que la réglementation sociale et la législation... C'est-à-dire qu'ils travaillent à moindre coût par rapport au niveau salarial des pays africains. Absolument, et que les lois sur le travail, sur l'immigration, leur permettent de rester, ils resteront. Adam Agaï, est-ce que c'est vrai que les ouvriers chinois sont composés pour partie d'anciens prisonniers? Cela fait partie également de thèses qui sont véhiculées. Dans une certaine mesure, ce n'est pas impossible que cela soit vrai. Mais il faut simplement savoir que même si c'était vrai, c'est de bonne guerre parce que vous avez affaire à un pays qui fait une projection politique de son pouvoir parce que la Chine est déterminée à prendre le leadership mondial et géopolitique. Et c'est pour cette raison aussi qu'en venant en Afrique, elle compte s'appuyer au-delà de ses acteurs individuels sur une volonté de projection politique à travers le continent africain. Pape Diouf, qu'est-ce que ces éclairages vous évoquent? De toute façon, je ne suis pas vraiment surpris de tous ces éclairages, puisque au-delà de ce qu'aujourd'hui, du problème que pose la Chine, d'autres populations avaient déjà envahi de cette manière-là l'Afrique. Je ne citerai pas forcément des donc rien de nouveau sous le soleil spécifiquement, mais disons que donc la nature de l'occupation, de toute façon, de ce que l'Afrique a été, reste la même avec les Chinois. C'est le degré aujourd'hui qui change. On l'a dit au vu de la taille de la Chine et des chiffres dont il est question.
il n'en reste pas moins que c'est un problème, comme je l'ai dit aujourd'hui, de démission de certains partenaires qui auraient dû être là avec les Africains, à côté des Africains. Mais il en va aussi, je dirais, de la spécificité africaine et des gouvernants qui ont ouvert largement les portes. Et à cet égard-là, il ne faut quand même pas se cacher aussi, se voiler la face. La corruption bat son plein, puisque les Chinois savent de toute façon y faire et s'y prendre. Et en tout point de vue, je dirais, les Chinois profitent de tout ce qui aujourd'hui gangrène l'économie africaine et sa vie sociale aussi, puisque ce que le syndicaliste disait, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait réel. La Chine, je dirais, aujourd'hui, au niveau de ses travailleurs, est quasiment en deçà de l'Afrique, ce qui est quand même un comble. C'est vrai que les Chinois, je dirais, connaissent tout à fait la règle du jeu avec les gouvernants africains. C'est un sujet tellement passionnant, il y aurait tellement à en dire, mais il faut déjà que nous nous séparions. Merci, messieurs. Adam Agaï, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre fouillé, documenté, passionnant, qui s'appelle « Le dragon et l'autruche » aux éditions de l'Harmattan. Didier Acoté, merci également. Vous êtes à la tête d'Afrique Search, cabinet de recrutement spécialisé dans le placement de cadres africains, et vous avez cofondé la Chambre de commerce et d'industrie Afrique-Asie du Sud-Est. Absolument. Merci, messieurs. Merci. Tout de suite, notre débat de société. C'est Rendez-vous au Maquis, le carrefour de toutes les Afriques. Nous abordons maintenant la partie société de notre rendez-vous, consacré ce soir à la sorcellerie, Christian Eboulé. Oui, la sorcellerie est un sujet prégnant en Afrique subsaharienne. Nous en parlerons ce soir avec nos invités. D'abord, Alex Titi Sijoski, chercheur, anthropologue, au laboratoire d'éco-anthropologie du Muséum national d'histoire à Paris. Et Emmanuelle Kadiatal, anthropologue également, chercheuse également, mais à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement. Bonsoir. Alors en Afrique, plus que partout ailleurs dans le monde, la sorcellerie, la notion même de sorcellerie, imprègne le quotidien. En revanche, on ne sait pas très souvent ce que cette notion recouvre, quelle réalité elle désigne. Bien souvent, elle n'a pas d'équivalent dans les langues locales. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie? Quelle réalité recouvre-t-elle? Une réponse en images, puis nous en discuterons après avec tous nos invités. Je m'appelle Kirikou. Sais-tu pourquoi Karaba, la sorcière, est méchante? Bien sûr. Je le sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. Alors? Cet extrait de Kirikou et la sorcière du réalisateur français Michel Oslo traduit une réalité bien vivante en Afrique aujourd'hui. Ici au Cameroun, comme partout ailleurs sur le continent, la sorcellerie est un phénomène prégnant, une évidence pour une majorité de la population. Bon, moi, je pense que la sorcellerie existe. Bon, je dis qu'elle existe tout simplement parce que j'ai déjà eu à voir des gens qui ont été victimes des sortilèges de la sorcellerie. Bon, moi, personnellement, je pense que la sorcellerie existe à cause de la coutume. Nous sommes en Afrique, nous sommes tous des Bantous. Je ne pense pas qu'il y aurait un Africain qui va se refuser de dire que la sorcellerie existe. Les Blancs pratiquent la sorcellerie, mais eux, c'est pour faire évoluer le chez eux. Chez nous, alors que chez nous, ici, chez les Noirs, notre sorcellerie, c'est plutôt enfoncer les autres. Au quotidien, la sorcellerie occupe les conversations. Elle fait régulièrement la une de la presse populaire. Sur les ondes de la radio panafricaine Africa numéro 1, Patrick Guémandon contribue depuis une vingtaine d'années à la banalisation de l'imaginaire sorcellaire. Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine. On va parler de sorcellerie africaine. On ne peut pas parler de sorcellerie africaine si on ne se réfère pas à l'arrière-plan spirituel du monde. Un sorcier, c'est un jeteur de sorts. Un maître spirituel m'avait dit que pour être sorcier, il faut être fondamentalement mauvais, le devenir et le rester. Dans les rues, la confusion sémantique n'a pourtant jamais été aussi grande. Le terme sorcier s'applique désormais aux féticheurs, aux guérisseurs, voire aux devins. Maintenant, avec l'évolution, avec la modernisation, avec le manque de formation dans la culture africaine elle-même, beaucoup de jeunes ou de populations urbaines emploient ce terme pour l'appliquer aussi bien aux activités des devins, des guérisseurs, qu'on appelle aujourd'hui des tradipraticiens. La sorcellerie, c'est la capacité
de manifester en soi des pouvoirs d'ubiquité, c'est-à-dire donc de transgresser la loi de l'espace et du temps pour aller nuire à d'autres personnes. Dans le golfe du Bénin, par exemple, l'une des manifestations les plus visibles de la croyance à la sorcellerie concerne les enfants dits mal-nés. Les bébés qui viennent au monde ici par le siège ou avec une malformation congénitale sont souvent accusés de sorcellerie. Comme j'ai accouché par césarienne, il m'a fait souffrir. Les gens disent que c'est un enfant sorcier. Quand les gens ont commencé par la soupçonner, j'ai fui. Un phénomène qui rappelle le drame urbain des enfants sorciers en Afrique centrale. Des enfants en bas âge, vulnérables et en situation de grande précarité. Victimes de violences de toutes sortes et abandonnés par leur famille, ils échouent le plus souvent dans la rue. La sorcellerie vient en réalité pour expliquer les conflits dans les familles. Elle vient pour expliquer l'insolite. Elle vient pour expliquer ce que l'on ne comprend pas. Ce système d'explication a tellement réussi qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre qu'on puisse expliquer autrement le fait qu'un albinos n'est pas un sorcier, qu'un enfant qui naît par le siège, c'est-à-dire qui ne sort pas par la tête, mais par exemple par les pieds, n'est pas un sorcier. Autre grande victime de la croyance à la sorcellerie, les albinos. Certaines parties de leur corps servent à fabriquer des potions ou des amulettes censées apporter puissance et prospérité à leurs détenteurs. Un soir, des trafiquants sont rentrés chez moi. Ils ont tiré sur mon frère, l'ont blessé. Et là, ils ont commencé à le découper vivant avec une machette. Ils sont partis à toute vitesse avec ses jambes, ses bras, son sexe. Mon frère bougeait encore. Pour l'homme de la rue, les hommes politiques sont les commanditaires de ces crimes prétendument rituels, d'où la relative impunité qui entoure ces affaires d'assassinat. L'on comprend dès lors la multiplication ces dernières années des chasses aux sorcières sauvages. Dans ce petit village camerounais, des jeunes gens fanatisés lynchent à mort de pauvres vieillards qu'ils accusent de sorcellerie. Ils les tiennent pour responsables de toutes leurs infortunes. Le phénomène est encore plus alarmant au Burkina Faso. Chaque année, des dizaines de femmes, issues pour la plupart de la communauté Mossi, sont accusées de sorcellerie par la famille et chassées de leur village. Mon mari est décédé. J'avais un seul enfant, il est parti en Côte d'Ivoire. J'étais seule au village et lorsqu'un enfant est mort, on a dit que c'était à cause de moi, que j'étais une sorcière. Considérées comme des mangeuses d'âmes, ces femmes présentent toutes le même profil. Pauvres, analphabètes et plutôt âgées. Depuis bientôt 50 ans, le gouvernement burkinabé tente de leur venir en aide en construisant des centres comme celui-ci. Une solution qui peine à mettre fin aux accusations de sorcellerie, mais qui constitue une éclaircie pour tous ces destins injustement brisés. Pape Diouf, je vous ai vu très concentré à l'écoute de ce reportage et je vous ai vu tiquer quand on a abordé les enfants. Dans votre livre, vous évoquez parfois la violence aux enfants et vous ne le supportez pas. Non seulement je ne supporte pas ça, mais de manière beaucoup plus générale. Je suis de ceux qui ne croient absolument pas ni aux fétiches, ni, je dirais, à la sorcellerie. Je dirais que si l'Afrique aujourd'hui en est là où elle est, c'est-à-dire si elle est aussi en retard, le mal le plus cruel qui la frappe, c'est justement la sorcellerie. Et ça touche toutes les couches de la société. Dans le reportage, il est question généralement des hommes politiques qui seraient les premiers, je dirais, à faire appel à ce mal. Oui, c'est vrai, mais ce ne sont pas les seuls. C'est tout le monde. C'est toutes les couches de la société africaine, malheureusement, sont frappées par ce mal qui, de surcroît, non seulement fait des dégâts humains considérables, mais d'abord des dégâts humains considérables, mais surtout ne permet aucunement d'avancer dans aucun domaine. Alors justement, nous allons revenir avec Emmanuel Kadiatal sur cette notion même de sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle veut dire et
Qu'est-ce que les Africains traduisent ou essayent de traduire en employant, en adoptant cette notion de sorcellerie? Je dirais tout simplement que, bon, dans la sorcellerie, comme le disait une bonne dame, nous les Noirs, on l'utilise pour faire du mal, alors que la magie ou la sorcellerie des Blancs les aide à progresser. Donc dans cette vision des choses, il y a d'un côté l'idée que la sorcellerie peut faire du bien, peut être bénéfique, peut aider à comprendre des choses. Et qu'est-ce qu'on veut comprendre à travers des pratiques ou un imaginaire sorcier? C'est les choses qu'on n'arrive pas à comprendre comme ça de manière... Donner du sens. Voilà, c'est donner du sens au malheur, à l'infortune. Et revenant encore à ce reportage, on voit d'un côté le soupçon de sorcellerie qui touche les puissants et la violence de la sorcellerie qui touche les faibles. Alex Titi, si j'ose dire, vous avez entendu Pape Diouf dire qu'il ne croit pas en la sorcellerie. Vous qui êtes anthropologue, né au Gabon, qu'en pensez-vous? Je suis Guissir. Chez les Guissirs... Les Guissirs, c'est l'une des nombreuses ethnies du Gabon. Autant que nous sommes des sorciers. Tous autant que vous êtes, tous les Guissirs... Autant que nous sommes ici, nous sommes des sorciers. Pourquoi? Parce que nous avons acquis des connaissances, nous sommes arrivés à un niveau de connaissance que le commun des mortels n'a pas. Mais arrivé à ce niveau de connaissance, on n'est pas autorisé à nuire. Ce qui veut dire que chez les Guissirs, il y a le jeteur de sorts qu'on appelle Moulos et celui qui a été initié dans une société, dans les rites traditionnels, qui est reconnu et qui a pour but de faire avancer la société. Or, quand on parle de sorcier ou de sorcellerie, on accorde ce terme aux actes de délinquance, que j'appelle les actes de délinquance mystique. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a des actes de délinquance mystique. Alors justement, cette délinquance mystique que vous évoquez, en ce moment et depuis quelque temps déjà, le haut de l'affiche des journaux est tenu par une réalité très très violente qui est celle des crimes dits rituels. Qu'il s'agisse de crimes perpétrés sur des enfants ou sur des albinos comme montré dans le reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, vous les classifiez, vous aussi, ceux-là aussi, dans crimes, dans les crimes sont rituels parce qu'il y a un mode opératoire et il y a des commanditaires ou des exécutants qui font le compte-rendu. Alors pour vous, ces crimes relèvent de la mystique, de la délinquance mystique, ou ce sont des rites qui font partie de la sorcellerie? C'est de la délinquance mystique. Alors justement, Emmanuel Kadiatal, revenons un peu sur cette histoire de crimes rituels. Comment vous analysez ces phénomènes qui ressurgissent aujourd'hui un petit peu partout, et tout particulièrement là concernant les albinos? Bon, toute naissance extraordinaire, particulière, qui n'est pas dans la norme habituelle, est pensée comme quelque chose qui appartient à quelque chose de l'ordre du supranaturel avec lequel il faut entrer en contact pour faire en sorte que l'enfant soit protégé et arrive au monde et progresse normalement. Alors, Pape Diouf, un mot sur les chasses aux sorcières qu'on voyait dans ce sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de phénomène très prégnant en Afrique et qui date, pour le Burkina Faso, par exemple, de très très longtemps? C'est des phénomènes très prégnants en Afrique et toujours présents aujourd'hui. Pour moi, je pense que ce sont des choses que nous devons impérativement éradiquer de la société africaine. Alors, comment on fait? Mais comment il faut faire? Il faut d'abord montrer l'incurie de ce genre d'arguments qui ne tiennent absolument pas. Si la sorcellerie, si les fétiches avaient un quelconque effet positif sur ceux qui les pratiquent, l'Afrique serait aujourd'hui, malgré tout, le continent le plus développé du monde. Or, ce n'est pas vrai. Alors, on vous dira toujours, oui, mais le problème, c'est que nos gris-gris ne marchent pas sur ce qu'on appelle les blancs. Hein, il faut que ça se passe simplement chez nous. Il y a un aspect assez rigolo, parfois, de la sorcellerie, qui peut faire un peu sourire. Sachez aussi que la sorcellerie existe non pas seulement en Afrique, mais par exemple au Brésil, on sait aussi que la sorcellerie existe vraiment. Mais je crois qu'en Afrique même, ce qui est terrible, c'est que ce sont toujours, évidemment, les populations les plus faibles qui sont les plus exposées. Les hommes les plus riches ont les moyens, souvent, profitant de la pauvreté des gens, pour effectivement trouver des exécutants, pour effectivement, je dirais, arriver à trouver des complicités pour commettre ce que j'appelle simplement le crime et leurs méfaits. D'autant que, quand on regarde la situation, moi, je n'ai jamais dans ma vie
rencontrer ce qu'on peut appeler un marabout, puisque c'est vrai que l'appellation selon le pays où on va change. Chez nous, c'est plutôt le marabout qui prétend toujours pouvoir tout réussir pour vous, qui va dire aux fonctionnaires, je vais faire de toi un ministre, qui va dire au ministre, tu vas être le président de la République. Tout ça, c'est faux. Vous savez, quand j'ai été président de l'Olympique de Marseille, je devais recevoir au bas mot 2 ou 3 courriers au quotidien de gens me promettant de faire des choses pour que l'Olympique de Marseille soit champion. Un jour, j'ai rencontré effectivement l'un d'entre eux qui se présentait comme on me disait qu'il était très fort, que c'est grâce à lui que Lyon avait été champion. Il m'avait demandé 25 millions de francs CFA pour que l'Olympique de Marseille soit champion. Je lui ai dit que j'étais d'accord pour lui donner ces 25 millions, mais à une condition, qu'il fasse le travail d'abord, que je vois le résultat et que je vais le payer. Et que je n'allais même pas payer 25 millions, mais 100 millions. En lui attestant qu'en toute circonstance, il avait lu toutes les garanties, puisque la main qu'il avait fait pouvait tout à fait défaire, mais il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Alors, Pape Diouf, on va entamer la deuxième partie de notre émission. On l'a vu tout à l'heure dans notre reportage, l'imaginaire sorcellaire entraîne des confusions importantes. Et très souvent, on appelle sorcellerie les spiritualités africaines. Alors, nous sommes allés au Gabon à la rencontre de Bernadette Rebieno, qui fait partie du Conseil international des 13 grands-mères autochtones et qui dirige également l'association des tradipraticiens au Gabon, une femme absolument exceptionnelle. On voit ça en images et on en discute juste après avec tous nos invités. Encadrée par les doyennes et sous l'œil vigilant de la prêtresse, la jeune profane avance au rythme des grelots, le pas lent et mal assuré. Elle s'apprête à être initiée au Mbumbayano, l'un des nombreux rites à la base des cosmogonies gabonaises, de leur conception de la naissance de l'univers et des hommes. Mbumba, ça veut dire un esprit de naissance. Il y a Mbumbayano qui, lors de son rituel, tout se passe dans la maison. Et vous avez Mbumbayano Bero, où tout se passe les pieds dans l'eau, dans une rivière. C'est suivant la volonté de l'esprit Mbumba. Un esprit considéré comme le double protecteur de chaque être humain, mais qui ne se manifeste que chez certaines personnes. L'initiation permet à chaque nouvel adepte de rentrer en contact avec son double. Elle passera 5 jours avec son Mbumba en retraite. Elle dort seule et chaque matin ou à tout moment, elle a un message de son Mbumba. Au terme de ce long processus initiatique, l'Mbumba peut donc préconiser des interdits que l'adepte est tenu de respecter tout au long de sa vie. Résultat de l'expérience des générations antérieures, ces interdits contribuent en particulier à la survie et à la cohésion du groupe. Autre lieu où survie et cohésion du groupe sont sacrés, la falaise de Bandiangara au Mali. Tous les 60 ans, comme ici en 1967, les Dogons organisent le Sigi, un rite ancestral qui fonde leur cosmogonie. Ils commémorent ainsi l'invention de la parole et donc la mort. Une vision du monde qui rejoint parfaitement celle qu'incarne Bernadette Rebieno. Le visible et l'invisible ont toujours fait partie de la culture de nos ancêtres. D'abord, le premier exemple, c'est nous-mêmes. L'homme a 2 facettes. La facette visible, donc le corps physique, et la facette invisible, son esprit. Mère et grand-mère, Bernadette Rebieno est enseignante de formation. À bientôt 80 ans, elle continue de vivre au rythme du Mbumbayano ou encore du Bwiti, l'un des ordres mystiques gabonais les plus connus au monde. Depuis plus de 40 ans, elle est à la fois prêtresse et guérisseuse. Ce qui guérit le corps, ce qui soigne le corps, ne guérit pas forcément l'esprit. En tant que prêtresse, nous essayons de continuer l'œuvre laissée par nos parents à travers les initiations. Dans ces initiations, c'est toute une école. Lorsque nous initions nos adeptes,
c'est pour les préparer à la vie. C'est pour soigner des maladies. C'est pour régler les problèmes de société. Parce que la plupart des problèmes de société se règlent d'abord spirituellement. Ce n'est pas devant la télé, hein, ni devant la caméra. Ça se règle quelque part ailleurs. Très attachée à son héritage ancestral, Bernadette Rebieno déplore l'abandon des religions africaines qui, selon elle, n'ont rien à envier au grand monothéisme. Les religions importées, les sociétés secrètes importées, on dit bien importées. En Afrique, pour moi, pour nous, la plupart des Africains, ça ne nous sert pas à grand-chose. Lorsque j'ai un problème, je vais invoquer l'esprit de mon grand-père en langue vernaculaire. Ces dernières années, l'engouement de la jeunesse gabonaise pour les cérémonies rituelles marque un véritable retour aux sources. Je fais partie d'une génération qui a vécu auprès de mes ancêtres. Ils m'ont inculqué des savoirs et des savoir-faire que je garderai toute ma vie. J'ai des enfants, j'ai transmis ces connaissances à mes enfants. À l'instar des feux sacrés qui jalonnent ce chemin et de ces torches de résine d'Okoumé, élément essentiel des systèmes rituels gabonais, Bernadette Rebieno contribue à donner une image du monde perçue comme sublime. Son cheminement initiatique et son œuvre de transmission sont un modèle d'humanisme. Vous regardez toujours Rendez-vous au Maquis. Ce soir, notre débat de société concerne la sorcellerie en Afrique noire. Alors, on vient de le voir, Alex Titi Sijoski. Est-ce que vous pourrez d'abord nous dire quelques mots sur ce que c'est que la cosmogonie exactement? Et puis ensuite, nous dire comment est-ce que vous avez été guéri d'une maladie rare, je crois, par des guérisseurs bouitistes au Gabon? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de culture qui n'ait une idée pouvant expliquer l'origine des choses. Et donc, à partir de ce moment, chaque culture, africaine ou extra-africaine, a une explication de l'origine du monde. Et cette explication peut partir du simple fait des choses, on va dire, profanes, qui vont s'arrimer à des choses sacrées et construire dans un mouvement social qui codifie les choses. Et je pense que ces cosmogonies ne sont pas seulement en Afrique. Alors venons-en à cette maladie rare qui vous a frappé il y a 2 ans environ. Oui. Vous n'avez pas pu être soigné ici en France par la médecine moderne. Et ce sont des guérisseurs, des bouitistes qui vous ont soigné au Gabon. Comment ça se fait? Déjà, au départ, je ne croyais pas en la capacité des Africains à faire des choses extraordinaires. J'avais été moulé dans l'école occidentale et donc mes résultats étaient bons à l'école. Je n'avais pas de problème particulier. J'arrive en France, je ne bois pas, je ne fume pas. J'arrive en France, on me dit que j'aurai une maladie rare, une algie vasculaire de la face, de niveau 10 en termes de l'échelle de la douleur, donc le sommet du niveau. Et donc, il fallait que j'arrête ma thèse. Et je fais une crise, puisqu'il n'y a pas de médicament pour cette maladie ici, il n'y a que des calmants. Je fais une crise et c'est une de mes connaissances qui me dit « Mais ça, il ne faut pas te confier à ce diagnostic, tu vas arrêter tes études. » Je vais en Afrique. Mais je suis vraiment étonné que ceux qui me soignent ne coûtent même pas 5 000 francs CFA. Qui sont ceux qui vous ont soigné, justement? Ce sont des initiés au Bouiti. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi le Bouiti exactement? Le Bouiti, c'est un quelques rite, mots. Hein. Voilà, c'est un rite initiatique gabonais dont l'origine proviendrait d'une ethnie entre Apinji ou Michogo. Et donc, c'est le chemin par lequel on formait l'élite sociale. On est enfant, on est femme ou homme, mais on n'est pas d'abord homme avec grand H. Donc la société vous apprend à affronter les difficultés de la vie. Je dirais comment on fait l'amour à sa femme, comment il faut garder la famille, comment il faut protéger les enfants et ne jamais nuire. Alors Emmanuel Kadiatal, vous avez travaillé sur le vaudou au Bénin. Est-ce qu'il occupe la même place dans la société béninoise
Puis on verra ensuite que le vaudou s'est transporté au Brésil notamment, et puis en Haïti. Mais d'abord au Bénin, comment est-ce que... Effectivement, le vaudou aide à soigner, et je pense que, bon, Monsieur Titi parlait d'une maladie qui ne pouvait pas être soignée en Europe, et je pense que si beaucoup de gens qui attrapent des maladies et qui retournent en Afrique, c'est parce que la médecine, la biomédecine, n'explique pas les raisons. Vous êtes en train de nous dire qu'à partir du moment où on comprend pourquoi on est malade, on est à peu près, on est à moitié guéri. On est sur le chemin de la guérison, et que c'est moins le symptôme qui est important que la cause. Il y a quelqu'un qui est la cause de mon malheur, ce quelqu'un pouvant être une personne vivante, un ancêtre, d'autres personnes, et disons, l'explication qui devient de plus en plus courante dans certaines régions, notamment en Afrique centrale, c'est le sorcier. Le sorcier, c'est un être indéfini qui peut englober toutes les autres étiologies plus Alex Titi, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuelle Kadiatal lorsqu'elle dit que lorsqu'on sait à peu près de quoi on souffre, on a... voilà, allez, on va dire 50% de chances d'être guéri. Est-ce que c'est votre cas? Moi, je ne pense pas. Personnellement, ce n'était pas le cas, puisque moi, j'étais malade. Et donc, ce qui me préoccupait, c'était de trouver la guérison. Et donc, je suis allé parce que je n'avais plus de choix. Il faut comprendre que la médecine traditionnelle africaine, elle est efficace. Ce sont des plantes, ces plantes dans lesquelles on extrait les molécules qu'on utilise en pharmacie. Il faut savoir vers qui aller, et la personne qui a l'expertise socialement reconnue. Parce qu'autour de ces guérisseurs, il y a ce que j'appelle l'onganga. Absolument. Un individu, femme ou homme, qui a été initié, qui a appris les techniques de guérison sur certaines maladies. Et ce que j'appelle chez les Gissi Mlosi, c'est-à-dire cet individu qu'on appelle en français, je ne sais pas si le français est colonial, le charlatan. Et les charlatans, on les trouve même dans la médecine moderne. Pape Diouf, je vous voyais très sceptique en entendant le témoignage. On fait un deuxième débat. La sorcellerie et la guérison traditionnelle me semblent être deux choses totalement différentes. Vous faites un distinguo. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il doit y avoir une médecine traditionnelle efficace. Le problème de cette médecine traditionnelle, c'est que c'est le diagnostic. Souvent en Afrique, quelqu'un peut avoir un mal de ventre, être soigné pour ce mal de ventre, être bien soigné pour ce mal de ventre, mais en fait, peut-être qu'il n'avait mal qu'à l'estomac ou à l'intestin. Et le même guérisseur va reproduire, je dirais, la même thérapie pour quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas le même mal. Alors, le vrai problème de la guérison traditionnelle, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'expertise, c'est une manière de toucher du doigt réellement le vrai mal. En même temps, on n'a pas encore atteint la perfection. Ce que vous décrivez là, Pape Diouf, c'est ce que se fait un médecin dans un cabinet. Il reçoit quelqu'un, on lui décrit les symptômes et il va donner le même médicament à chaque fois qu'on lui décrira le même symptôme. Sauf qu'il y a quand même une certaine cohérence, puisque être médecin, c'est 7 années d'études, ne l'oublions pas. Être tradit praticien, ce sont quand même c'est long. Oui, là, ce sont des pratiques sociales, je veux dire, qui ne reposent pas forcément sur une certaine forme de modernité, une recherche moderne. Mais il y a effectivement des gens qui ont quand même une expérience au toucher, à l'écoute, je dirais, de ce qu'on peut lui dire, à arriver à bien diagnostiquer. Le diagnostic, le jour où il sera performant en Afrique, je crois que notre médecine, d'ailleurs en matière de psychiatrie, au Sénégal, par exemple, le NDPE est une pratique qui se fait très souvent et qui arrive à soigner, je dirais, des gens plus ou moins malades au niveau psychiatrique. Voilà, merci à nos deux anthropologues. Christian, est-ce que vous avez des lectures à nous recommander? Oui, quelques conseils de lecture. Nous allons commencer par le numéro 189-190 des cahiers d'études africaines intitulé « Territoire sorcier », coordonné par Emmanuelle Kadiatal. Et toujours de la part d'Emmanuelle Kadiatal, le candomblé de Bahia, paru aux éditions du CERF. Ensuite, nous avons la sorcellerie réalité vivante en Afrique de Gadou Dakouri, édité aux éditions Serap en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis pour finir, Musique Miennet, de Sylvie Lobomin et Florence Bokouma, paru aux éditions Sepia. Et je le répète, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus. Alors, amis du maquis, on reste ensemble, on est ensemble. La suite, c'est vous, Pape Diouf, vous et votre trajectoire hors du commun. Merci beaucoup.
C'est Rendez-vous au Maquis, 3e partie, avec Lise Lauraitia. Eh bien, Mabouam, bonsoir. Et une voix bien connue des auditeurs de RFI, Maman, bonsoir. Oui, bonsoir. Maman, vous connaissez Pape Diouf? Oui, très bien. C'est moi son sorcier, en fait. Il n'a pas dit la vérité tout à l'heure. Ah oui. Je suis l'onganga de Pape Diouf. Il ne nous a pas tout dit. Voilà. Alors, Pape Diouf, on vous découvre tout de suite en images. Pape Diouf, Mababa Diouf pour les intimes. Cette légende du foot a passé son enfance ici, au Sénégal, pays où il vient très régulièrement se ressourcer. Quand il débarque à Marseille en avril 70, son père le rêve militaire, mais l'uniforme et la discipline très peu pour lui. Alors commence la farandole des petits boulots. On le retrouve coursier, manutentionnaire, surveillant. Puis, et c'est la chance de sa vie, pigiste au journal La Marseillaise et au quotidien Le Sport. À Marseille, le foot est une religion et son église s'appelle l'OM, l'Olympique de Marseille. Ici, gare au tiède. On aime l'OM avec une fièvre rageuse. La santé de l'équipe, c'est un peu le moral de la cité. Critiquer le club, c'est déjà presque l'insulter. Je crois qu'effectivement, nous avons été les premiers. En 1989, Pape Diouf est alors un journaliste respecté. Sous l'amicale pression du Camerounais Joseph-Antoine Bell et du franco-ivoirien Basile Boli, il devient agent de joueur. L'objectif premier est d'assister ceux qui viennent du continent pour les aider au mieux à évoluer dans ce milieu où pullulent rapaces et crocodiles. Pape Diouf instaure une règle. Pas de contrat écrit, mais un engagement moral entre lui et ses joueurs. Plus de 70 lui feront confiance, parmi lesquels Marcel Desailly, Grégory Coupé, William Gallas, Didier Drogba. Ah, il est chouette, hein? Pape Diouf et sa légende sont en marche. Je crois que je suis le seul à arriver à le décrypter. 2005, année décisive, Pape Diouf devient président de l'Olympique de Marseille. Cette consécration, il la doit à un homme d'affaires, Robert Louis Dreyfus, et Pape Diouf ne l'oubliera jamais. Il est le premier dirigeant noir d'un club européen. Il quitte l'OM la tête haute en 2009, après 3 qualifications pour la Ligue des Champions et 2 finales de Coupe de France. Désormais, on recherche son expertise, mais 2 livres plus tard, son franc-parler continue d'irriter beaucoup de monde. Aujourd'hui, celui que l'on surnomme l'Obama de Marseille se définit modestement comme une anomalie sympathique. Alors, Pape Diouf, vous, une anomalie sympathique? En fait, c'était l'ancien directeur général de l'Olympique de Marseille, qui n'est plus de ce monde-là, qui s'attendait à être président et qui ne l'avait pas été, avait pu dire devant des collaborateurs que ce n'était pas normal qu'un noir fût le président de l'OM, que c'était une anomalie. C'est pourquoi même dans un article, je pense, publié par Le Monde faisant mon portrait, le titre avait été cela, oui, l'anomalie sympathique. Oui. Pape Diouf, quand on vous voit, on voit un roc. Or, en lisant votre livre, on se rend compte que ce roc s'est construit au fil des années, qu'il n'a pas toujours été roc, comme à ce moment où, à 6 ans, vos parents vous confient à votre oncle. Il ne faut pas que nous confondions souvent en Afrique ce qui est une tradition et ce qui est une valeur. Alors, oui, j'ai été donné, comme on disait à l'époque, à mon oncle maternel pour être avec lui. Ce n'était pas tant, je dirais, de sa part une maltraitance vis-à-vis de moi. En tout cas, il était beaucoup plus violent que vos parents, qui, eux, n'avaient jamais levé la main. Violent n'est pas le terme. Disons qu'il était beaucoup plus prompt à la correction physique que mes parents. Voilà. Mais il ne faut pas non plus comprendre dans cette affaire-là que j'ai été maltraité. Non, c'était simplement pour moi une manière d'être particulièrement dérouté. C'était la chicotte? Oui, quand même, oui. Tu dois connaître. Oui, je connais. C'est pour ça que je demande. Qu'est-ce que vous rêviez de faire petit, à 6 ans, justement, à 6-7 ans? Assez étonnamment, très tôt et très rapidement, j'ai rêvé d'enseigner. Pour moi, c'était l'enseignement. Et même nos jeux d'enfants étaient souvent, je dirais, dirigés vers un enseignement factice. Évidemment, on improvisait des élèves qui n'existaient pas. Avec mes cousins ou avec mes frères, nous donnions l'impression d'être dans une école. Moi, j'étais le directeur, et puis on donnait des cours. Et un peu plus tard, lorsque j'ai commencé à faire le cours secondaire, à la maison même, j'ai ouvert une école dans laquelle se retrouvaient pêle-mêle tous les jeunes du quartier, les plus jeunes du quartier, auxquels je donnais des cours de vacances. Un de vos camarades avait même écrit école... Voilà, ma Pap's School, quoi, qui était une manière, disons, de... École Pape. Voilà. C'est pas laïque, ça. Hein
C'est une école, j'allais dire, ni laïque, ni catholique, puisque j'ai été à l'école catholique, moi. C'était une école, disons, selon la philosophie qui était la mienne. Voilà. Alors, votre mère, j'ai vu dans le livre, elle vous fascine. Je voudrais savoir quel est le rôle qu'elle a joué dans votre carrière. Elle ne m'a pas seulement fasciné, parce que la fascination, même une personne, je dirais, adonnée au mal, peut vous fasciner. Comme je dis bien, quelqu'un qui réussit le hold-up du siècle est fascinant, mais il reste un voleur. Donc, ma mère m'a plutôt m'a inspiré une vraie admiration. Quelqu'un peut vous fasciner et vous admirer. Pour que je sois admiratif devant quelqu'un, il faut que cette personne incarne les valeurs que j'ai choisi de privilégier. Et ma mère, je pense qu'elle les a incarnées, ces valeurs-là, à tout point de vue. Que ce soit la générosité, que ce soit la bonté, que ce soit... Elle était très pieuse aussi en matière de religion. Mais vous n'êtes pas pratiquant. Un peu moins, évidemment, et c'était peut-être la seule chose qu'elle me reprochait. De ne pas me voir à ce point d'être pratiquant et pieux comme elle l'a été. Parce qu'elle l'avait vraiment été, et je me suis aperçu de ça lorsqu'elle a quitté ce monde, au vu des témoignages innombrables dont elle a été l'objet sur sa générosité. Elle avait en fait pris le parti, je dirais, d'entretenir des familles et des familles tous les mois. Pape Diouf, quand on a su que vous veniez, que vous nous aviez dit oui au maquis, on a préparé votre arrivée et on est tombé sur une photo que je vous donne, dont je pense qu'elle va vous dire quelque chose. Vous pouvez nous la commenter? Oui, c'est vrai que ce bateau-là, l'Ancerville, absolument, a servi mon passage du Sénégal en France. Je dois dire que c'était un passage pour moi dont je n'ai pas gardé de meilleurs souvenirs, puisque d'abord, je n'étais pas un enragé de quitter l'Afrique pour venir en Europe, contrairement à la plupart de mes petits camarades qui tous voulaient venir. Moi, je n'étais pas particulièrement chaud. Et puis, je dois dire que la traversée s'est effectuée sur une mer houleuse qui, pendant 5 jours, a été vraiment d'un furieux que je ne pourrais pas ici décrire. Et donc, j'ai eu un mal de mer dont je me souviens aujourd'hui encore. Donc, cette traversée-là n'a pas été pour moi, je dirais, la meilleure des choses, mais bon, j'allais dire quand même que ce bateau me projetait aussi vers mon destin. Et ce destin est celui que vous connaissez. Alors, vous pressentiez déjà que le football dans votre vie allait avoir une place importante? J'ai appris à lire, moi, grâce aux journaux de football. Déjà en classe, lorsque on nous apprenait les Gaulois, nos ancêtres, oui, ça. Oui, oui. Astérix et Obélix. Par exemple, je lisais sous la table, moi, des revues de football, comme Miroir du football, comme France Football, comme Football Magazine. Des journaux, il y en a 2 qui n'existent plus. Et cela me donnait déjà le goût de la lecture et la compréhension aussi de ce que je lisais. Et c'est ainsi que, après, de fil en aiguille, je me suis intéressé à d'autres lectures, à d'autres choses. Donc oui, c'est vrai que le football était, j'allais dire, pour moi, la seule chose qui comptait, qui était essentielle. J'allais dans les stades, je jouais au football. Et quand je suis arrivé à Marseille, le premier endroit où j'ai été, cela a été au stade Vélodrome de Marseille. Justement, Pape Diouf, à Marseille, vous arrivez à 17 ans. Et comme beaucoup d'immigrés, de jeunes immigrés, vous vivez de petits boulots. Dans la forme, je suis allé comme un immigré. Mais j'étais déjà français, puisque mon père ne s'est jamais dessaisi de sa nationalité française. Puis c'était un Français passionné, gaulliste. Gaulliste, et d'ailleurs, chez moi, dans le salon, il y a encore des photos du général de Gaulle que nous laissons par respect à sa mémoire. Donc, quand je suis arrivé ici, j'étais déjà français, j'avais déjà les documents français. Cela dit, je suis sénégalais aussi, et profondément sénégalais. D'ailleurs, je le dis, j'ai la chance d'avoir 2 cultures, la culture française et la culture sénégalaise. Et pour moi, ma sénégalité, rien ne me fera, je dirais, la laisser de côté ou ne pas, je dirais, m'en recommander, me reconnaître de ça. Donc, j'ai cette chance d'avoir cette double culture qui peut-être aussi fait peut-être la richesse de l'homme. Alors 2005, c'est une année importante. Comment êtes-vous devenu président de l'OM? Les circonstances. J'allais dire que ce sont les circonstances qui m'ont davantage projeté là qu'un projet mûri ou, si vous voulez, un rêve abouti. J'avais une société qui marchait très bien, vous l'avez dit dans le reportage, qui comptait plus de 70 joueurs parmi les meilleurs. Je crois que c'était la première société en France. Lorsque j'ai décidé d'aller à l'Olympique de Marseille, c'était au terme d'une vraie réflexion. J'ai eu beaucoup de mal à me décider. Cela a duré au moins 2 mois avant que les choses ne mûrissent dans ma tête. J'ai fini par accepter d'y aller, en sachant pertinemment qu'à l'Olympique de Marseille, jamais un président n'y est resté plus de 2 ans. 2 ans et demi, c'était, disons, la durée de vie reconnue
pour un président de l'Olympique de Marseille. Je suis resté 5 ans, ce qui était une sorte de record, puisque, hormis Bernard Tapie, qui lui en était le propriétaire, personne n'est resté plus longtemps. Personne n'a fait aussi bien. C'est ancien président, après on gagne 400 millions d'euros, hein. Ça va venir peut-être. 400 millions, l'argent ne m'a jamais vraiment passionné. Ça ne vous fait pas rêver, hein. Ça vous fait pas rêver. En tout cas, votre présence sur ce plateau, Pape Diouf, fait rêver et, sans surprise, a suscité de très nombreuses questions. En voici quelques-unes. Monsieur Diouf, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre mandat à l'Olympique de Marseille? J'aimerais savoir si vous avez l'intention de présider un club en Europe ou en Afrique après l'Olympique de Marseille. Les difficultés que j'ai rencontrées sont sans doute celles que rencontrent tous les présidents qui ont, j'allais dire, gouverné ce club. Ce sont des difficultés dues, je dirais, à la passion que ce club-là suscite. À Marseille, j'ai pour habitude de dire que les gens, d'un œuf, ils font un bœuf. Et les trajectoires, les projecteurs sont de toute façon braqués sur le club. C'est ainsi que la presse se bonifie et, j'allais dire, prospère aussi en racontant au quotidien les péripéties du club. Des choses qui se passent à l'Olympique de Marseille et qui se passent tout à fait la même chose ailleurs ne sont jamais racontées dans la presse. Mais à Marseille, voilà, ça prend tout de suite une nouvelle dimension. Alors oui, il a fallu effectivement faire le dos rond par moment, il a fallu parfois ferrailler aussi, il a fallu parfois répondre au coup par un autre coup. Et puis il y a d'autres fois aussi, il fallait ignorer, il fallait traiter par le mépris, je dirais, tout ce qui pouvait être dit, écrit ou... Alors bon, l'Olympique de Marseille, je dirais, est une mosaïque de choses dont il faut essayer d'avoir la maîtrise. La deuxième question, c'était de savoir si vous avez l'intention de présider un club en France ou en Afrique. A priori, je ne veux pas dire ici jamais. La seule fois où j'ai dit jamais, et je peux le redire ici, c'est que jamais je ne pourrai gouverner un club comme le Paris Saint-Germain. Je pense que je passerai véritablement aux yeux du Marseillais comme quelqu'un qui a trahi le club, qui a trahi les couleurs. Et ça, vous ne pourriez pas? Je ne pourrai jamais. C'est l'ennemi juré. C'est l'ennemi juré, et entre les deux clubs, il y a une telle animosité. Oui, mais ça, c'est pour les Marseillais. Vous qui êtes Marseillais et Sénégalais, qui êtes un homme cosmopolite, finalement. Mais je suis plus Marseillais qu'autre chose. D'accord. De toute façon. Et de ce point de vue-là, je ne me vois absolument pas un jour, je dirais, aller au Paris Saint-Germain, quel que soit ce qui peut m'être promis ou ce qu'on peut Cependant, dire que je ne présiderai pas un autre club, je ne peux pas le dire, même si cela me paraît assez difficile. Il faudrait vraiment que les conditions soient réunies, certaines conditions, pour que j'accepte, je dirais, une nouvelle aventure. Mais au jour d'aujourd'hui, disons, je ne me réveille pas en me rasant, me raser et penser à ça. Mais alors, quelles sont ces conditions que vous voudriez voir réunies? Allez, les conditions, il faudrait déjà que ce soit que j'ai des moyens, disons, de faire, d'apporter à ce club-là une vraie dimension. Ce sont des moyens financiers, des moyens techniques, humains. Forcément, il faut qu'il y ait les finances, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est vrai que le football requiert des moyens colossaux, considérables. Donc, il faut effectivement avoir des moyens pour pouvoir avancer. Il faut aussi, je dirais, avoir autour de soi une volonté collective pour essayer d'aller de l'avant. Mais je serais aussi intéressé, si ces conditions-là étaient réunies, par un grand club qu'il faudrait essayer d'amener sur le concert européen, qu'un club aussi en devenir, mais qui aurait de vrais potentiels, puisqu'un club peut avoir un potentiel et être, je dirais, un peu à la traîne. En France, il y a par exemple un club comme Lens, il y a par exemple un club comme Strasbourg, il y a par exemple en France un club comme Nantes. Je les cite simplement. Ils ont quitté la Ligue 1 sur ces clubs. Qui ont été en Ligue 1, qui ont fait l'histoire de la Ligue 1 aussi, mais qui aujourd'hui sont à la traîne et qui, bien repris en main, aidés aussi par des moyens dont j'ai parlé, pourraient tout à fait retrouver les premiers rôles. Mais l'association sportive de La Roche-sur-Yon aussi, qui cherche un président. Hein. Vous iriez? Mais en même temps, vous n'évoquez aucun club africain, hein. Vous évoquez à chaque fois des clubs français. Oui, bon là, parce que je vis en France, et c'est parce que je connais parfaitement, disons, le football français, je connais ses institutions, que ce soit la fédération, que ce soit la Ligue, que ce soit le CPF, l'UNFP, enfin, je connais parfaitement les institutions. En Afrique, c'est très compliqué. Aujourd'hui, si on met, je dirais, un peu à part certains clubs du Maghreb qui ont des structures, non pas des structures professionnelles, mais des structures organisées, peut-être un tout petit peu au Congo avec le tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi. Le tout-puissant Mazembe, dont le propriétaire actionnaire se dévoue et, à mon avis, passe davantage pour être un mécène que pour être un investisseur, puisque je ne
pense pas qu'il y ait un retour sur investissement de sa part, ce qui est tout à fait à son honneur. Je ne vois pas tout à fait la possibilité aujourd'hui de créer en Afrique un club, je dis, qui soit au niveau mondial. Alors, Pape Diouf, on écoute ensemble une dernière question. J'aimerais savoir ce qu'ils pensent des millions de Camerounais ou des millions d'Africains qui s'expatrient pour l'Europe pour aller jouer au foot et qui n'arrivent pas à trouver des clubs. Il faut savoir qu'en France, il y a aujourd'hui plus de 2 millions de pratiquants. Et sur ces 2 millions de pratiquants, il y a moins de 2000 professionnels. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut passer professionnel. Alors, on a beau être un lion et venir du Cameroun, on a beau être un lion du Sénégal aussi, évidemment. On a beau être, je dirais, une gazelle du Niger aussi. Du Niger ou un aigle du Mali. La réussite n'est pas automatique en Europe ni en France. Alors le Camerounais Issa Hayatou dirige depuis 25 ans la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est un homme auquel il faut reconnaître certains mérites. D'abord, celui d'avoir permis à l'Afrique aujourd'hui d'avoir 5 représentations en Coupe du Monde, ce qui n'était pas le cas avant. Il a donc beaucoup apporté. Il a ferraillé avec les différents présidents de la FIFA qui se sont succédés, notamment avec le dernier Blatter. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il suscite interrogations et questionnements. Après 25 ans, je dirais, d'un pouvoir ininterrompu, il ne serait peut-être pas dommageable pour le football africain de renouveler ses élites, dont le président de la CAF, histoire, je dirais, de donner un nouvel élan à ce football qui en a besoin. Donc, Hayatou, oui, il a beaucoup apporté et ne pas le reconnaître serait quand même faire preuve de mauvaise foi. Mais admettre l'idée qu'il puisse aujourd'hui céder la place me paraît aussi être tout à fait légitime. Alors, dans un an... Il faut faire de la politique, hein. Pourquoi? C'était du bois, là, non? Non, c'est ça la réalité. Une langue en bois massif pour président. Vous, non, c'est ça la réalité, parce que c'est ce que je pense. Oh, la langue de bois, c'est pas mon point fort. Hein. C'est dommage, d'ailleurs. Ça vous aurait aidé, vous pensez? Oui, ça m'aurait aidé si j'avais maîtrisé la langue de bois. La langue d'ébène. Dans un an, la Coupe du Monde au Brésil, est-ce que vous pensez qu'une équipe africaine pourrait passer les quarts de finale? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe qui frappe le football africain, en tout cas qui est la marque du football africain. C'est que jusqu'en 1990, c'eût été miraculeux qu'une nation africaine sorte des poules éliminatoires. Pourquoi? Parce que simplement, le football africain était très sous-développé par rapport au football mondial, par rapport au reste du monde, l'Amérique et l'Europe. Et voilà que depuis 1990 et l'avènement en quart de finale des Camerounais, les choses ont changé. On a vu les Camerounais évidemment en quart de finale, mais les Sénégalais aussi, les Nigérians et les Ghanéens. On les a vus tous. Alors ça veut dire donc, et aujourd'hui, ne pas voir une nation africaine en quart de finale, ou en tout cas dépasser le sortir des poules, ça peut provoquer une déception. Or, donc le football africain a progressé sensiblement. Cependant, quand on regarde le football tel qu'il se déroule dans nos pays en Afrique, il n'y a plus rien. Les stades sont désertés. Il n'y a pas un seul joueur qui peut passer pour être une vedette, une star. Or, on sait qu'il faut, pour qu'un football, le football d'un pays puisse se promouvoir, pour qu'il puisse, je veux dire, être visible, il faut qu'il soit incarné par des joueurs starisés. Pape Diouf, vous aimez le foot, on le comprend, on le sait, mais vous aimez aussi la culture, n'est-ce pas? Vous aimez également le numérique. Alors, la 4e partie de Rendez-vous au Maquis, c'est la dernière partie, vous intéressera. C'est Rendez-vous au Maquis où Alec Badamosi Oyekanmi et Amobe Mevege nous ont rejoints. Écoute, Léo. Bonjour, tout sobrement. Alec Badamosi Oyekanmi, avec vous, nous reviendrons sur l'actualité des réseaux sociaux. Et vous, Amobe, c'est HIP HOP? Culture, HIP HOP, on s'en souvient, la première émission de hip-hop mondialisée aux couleurs françaises. Pape Diouf, vous aimez le cinéma? Beaucoup, oui, même si je n'ai pas tout le temps pour y aller. J'imagine. Alors, on connaissait Hollywood, on a découvert Bollywood, l'industrie du cinéma indien. Il faudra désormais compter avec Nollywood, Lisa. Oui. Alors, Nollywood, en fait, c'est une contraction de Nigeria et de Hollywood. Quand on parle du Nigeria, on pense à la secte Boko Haram, on pense au conflit interethnique. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le Nigeria fait partie des 10 pays au monde qui ont le taux de croissance le plus élevé et surtout, depuis 2009, que
le Nigeria est devenu le deuxième pays au monde producteur de films. Après Bollywood, le cinéma indien est devant Hollywood. Seul problème, ce cinéma est mal connu à l'international. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient pour mieux le faire connaître. Il y a quelques jours à Paris, il y en a eu une. Regardez. Nollywood à la conquête de Paris, c'était au début du mois. Pendant 4 jours, anonymes, professionnels, acteurs ont répondu à un défi, tordre les idées reçues sur le cinéma nigérian en projetant dans une salle parisienne une sélection de 7 films. Puisque c'est Nollywood qui débarque à Paris et que c'est la première fois qu'on fait un festival de cette ampleur, on ne voulait pas arriver avec 30 ou 40 films, parce qu'on pense qu'il y aurait beaucoup de films qui seraient passés inaperçus. On voulait que le public s'approprie les films. On a utilisé uniquement les films qui sont sortis au cinéma au Nigeria. On n'a pas considéré les films qui sortaient qu'en DVD, mais on a voulu vraiment montrer très peu de films. C'était vraiment un choix éditorial. C'était de partir sur, comme Nollywood est connu pour la quantité, on va montrer plutôt la qualité et une très faible quantité. Pourtant, Nollywood traîne encore la réputation de films de mauvaise qualité. Née dans les années 90, l'industrie nigériane produit aujourd'hui près de 2000 films par an. La majorité sont tournés en vidéo dans des décors naturels. Les coûts de production sont faibles et le budget moyen avoisine les 15 000 €. La plupart des films sont diffusés en format VCD. Ils inondent le marché national, mais aussi toute l'Afrique, Londres et New York. Nollywood, c'est un phénomène qui nous apprend sur l'avenir même du film dans le monde. L'industrie du film au Nigeria, c'est une industrie qui ne bénéficie aucunement du soutien de la part du gouvernement. Ce sont des petits commerçants. On peut créer des films bon marché que les gens vont trouver intéressants au niveau de l'histoire. Pour Kunle Afoloyan, fils de réalisateur, la clé du succès de Nollywood, c'est incontestablement le public. Nous racontons nos histoires à partir de notre point de vue. Ce n'est pas l'Occident qui raconte l'Afrique à sa façon, ce sont les Africains qui se racontent et je pense que c'est l'avenir. Ainsi, l'industrie cinématographique au Nigeria fait vivre plus de 300 000 personnes et génère près de 300 millions € de bénéfices. Néanmoins, face à l'évolution du marché, la nouvelle génération de cinéastes nigérians nourrit d'autres ambitions. En témoigne l'élévation du niveau technique des films et l'augmentation constante des budgets. Objectif, réaliser des films en format professionnel afin d'alimenter les nouvelles salles de cinéma fréquentées par la classe moyenne africaine, mais aussi conquérir, comme Bollywood, le public européen ou nord-américain. Face à la domination d'Hollywood, la bataille est loin d'être gagnée. L'arrogance des distributeurs ne va pas durer. Dès l'instant où ils auront compris qu'ils peuvent gagner de l'argent, parce que c'est le plus important pour eux, une fois qu'ils en seront convaincus, ils changeront d'attitude. En revanche, les films nigérians suscitent depuis quelques années l'intérêt des câblo-opérateurs étrangers. Ils alimentent les programmes de télévision privés. En 2003, la société sud-africaine MultiChoice, via le réseau Mnet, a lancé Africa Magic. Cette chaîne diffuse principalement des fictions nigérianes en anglais. Depuis 3 ans, elle a augmenté son offre et propose des films en Yoruba et en Hausa, 2 langues locales nigérianes. En Grande-Bretagne, le bouquet Sky a créé en 2008 Nollywood Movies et en France, l'entreprise Telma a lancé en octobre dernier Nollywood TV. Seule difficulté, le doublage en anglais ou en français. Plus de la moitié des films nigérians est produit en langue locale. Pour moi, le travail des acteurs est trahi et il est encore plus trahi quand il vient d'un univers où les types d'expression, la manière de s'exprimer est tellement particulière. J'ai décidé de tourner en Yoruba à cause de l'expression culturelle locale. Vous savez, c'est vraiment ce que je crois. Je pense sincèrement qu'un artiste s'exprime forcément mieux dans sa langue maternelle.
Conscient du chemin qu'il reste à parcourir, la nouvelle vague de réalisateurs nigérians rêve, sans perdre son âme, de conquérir le monde. Elle compte sur ses acteurs et sur son public, estimé à 150 millions de téléspectateurs. Pape Diouf, je vous ai vu réagir pendant la diffusion du reportage, au moment où le réalisateur Kunle Afolayan disait « Nous racontons nos histoires par nous-mêmes ». Je trouve que c'est de toute façon une très bonne chose et c'est un peu ce que peut-être les Occidentaux n'aiment pas trop. Puisque les Occidentaux aiment bien, je dirais, qu'on puisse les singer, aiment bien qu'on puisse raconter leurs propres histoires et non pas les nôtres. Alors oui, moi j'estime que c'est une démarche qui est louable et honorable. Lise Laure, vous pensez que les cinéastes africains francophones devraient s'inspirer de la démarche nigériane? Il faut dire que les réalisateurs nigérians ne comprennent pas trop l'attitude de leurs homologues d'Afrique noire francophone qui passent leur temps, selon eux, à courir après des subventions nationales ou internationales. Et je vais terminer ce propos par une citation de Saint-Ben Ousmane. Lorsqu'on lui disait que les films africains sont des navets, il disait « navets ». Pour naver, il faut que nous consommions nos navets. Lise Laure, tout de suite, l'agenda culturel. Oui, l'agenda culturel. Alors, on va commencer par l'un des événements les plus connus en France, le Festival de théâtre d'Avignon, qui cette année, il est un peu aux couleurs africaines. Regardez cette affiche. C'est une affiche de Kiripi Katembo, qui est un photographe de la République démocratique du Congo et qui représente un enfant de la rue, les enfants qu'on appelle les Chégués. Pourquoi plus d'Afrique dans cette édition ? Plus d'Afrique dans cette édition parce que la direction a associé 2 comédiens. Parmi ces 2 comédiens, on a un qui s'appelle Dieudonné Nyanguna, qui est l'un des dramaturges talentueux de la scène francophone. Et il a orienté la programmation vers l'Afrique. Il a fait venir des chorégraphes, des danseurs, des photographes du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud. Et l'objectif, en fait, c'est de promouvoir la vitalité artistique de l'Afrique contemporaine. Pape Diouf, vous aimez le théâtre africain, ça vous intéresse? Oui, évidemment, très jeune déjà, je veux dire, on était initiés, surtout qu'au Sénégal, on a eu à la tête du pays un homme de culture, Léopold Sédar Senghor, donc qui a initié, je dirais, très rapidement le théâtre, un théâtre authentiquement national auquel nous assistions très jeunes, au théâtre national de Daniel Sorano. Donc oui, je suis quand même très intéressé par tout ça. Et d'ailleurs, il y a une tradition qui se perpétue un peu. Théâtre Daniel Sorano, je le rappelle, qui accueillera les trophées du cinéma francophone pendant tout le mois de juin. Lise Laure, on reste dans le sud de la France? Oui, on va parler du festival Africajar. Alors, Africajar, c'est un festival pluridisciplinaire qui met en avant la culture africaine. Et Kajark, c'est une petite ville du sud de la France qui a moins de 2000 habitants. En 15 ans, cet événement est devenu un événement incontournable. En ouverture, on aura de la musique, on aura du cinéma, on aura de l'humour avec Phil Darwin et de la littérature avec Gaston Kellman, l'écrivain camerounais. Celui qui n'aime pas le manioc, donc. Hein, ouais. Côté programmation musicale... Moi, je l'ai checké quand même. Ah, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, la programmation, elle fera la part belle aux Maliens. On aura l'artiste engagé Fatoumata Diawara, Pedro Kouyaté, Balaké Sissoko. Balaké Sissoko, d'ailleurs, qui va accompagner Manu Dibango avec son orchestre qu'on appelle le Soul Makossa Gang. On était dans le sud de la France, on va en Afrique quand même, cap sur le Bénin. Cap sur le Bénin, on va à Cotonou, qui accueille le Festival international du cinéma numérique. Alors, l'objectif, c'est de réunir des jeunes qui s'intéressent au cinéma et de les confronter à d'autres cinématographies. Les organisateurs ont décidé cette année d'inviter des réalisateurs d'Amérique latine qui vont montrer leurs films. Et dans leurs films, on va voir quels sont les liens entre leur continent et l'Afrique noire. Pape Diouf, évoquez votre histoire, l'histoire de votre vie, votre histoire assez extraordinaire au cinéma. Ça vous plairait ? Non, parce que très honnêtement, vous savez, le livre que j'ai écrit, cette autobiographie, cela a été une demande très pressante des maisons Grasset. Personnellement, je ne trouvais pas l'intérêt qu'il y avait à écrire cette histoire-là. Vous pouvez me croire parce que c'est bien la vérité. Mais vous voyez bien que vous avez une trajectoire hors du commun. Oui, mais interroger les gens de Grasset, c'est eux qui m'ont forcé. Ils m'ont forcé pendant j'allais dire presque pendant une année pour que je consente à écrire ce livre-là. Alors pensez-vous écrire mon histoire au cinéma? Non, mais mettre au cinéma l'histoire du premier président noir de football, en football, c'est pas... Écoutez, si un jour ça peut inspirer un cinéaste et qu'à une seule condition, que ça puisse aider à décomplexer certains jeunes, à leur donner, je dirais, le sentiment profond qu'eux aussi, ils peuvent y arriver
et que ça puisse nous aider à sortir de cette France blanche, où il n'y a pas de Noirs à la tête d'une société du CAC 40, où il n'y a pas de Noirs à la tête d'un ministère régalien, Taubira évidemment accepté, où il n'y a pas de Noirs à la tête d'un corps de l'armée important. Si ça peut aider à tout ça, oui, pourquoi pas. On continue dans la programmation musicale, on termine. Brazzaville, Congo? Oui, on termine avec le festival Tusséo. Tusséo, en langue lari, ça veut dire les rires, c'est le partage. L'objectif de ce festival, c'est un peu d'initier les jeunes au métier d'humoriste. La plupart qui viennent dans ce métier viennent du théâtre, sont parfois de simples néophytes et surtout, ils doivent essuyer un peu les moqueries de leur famille qui leur dit qu'être humoriste, ce n'est pas un métier. Alors, dans ce festival... Je confirme, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Non. Qu'à rester, non qu'à nous laisser, nous, tranquilles. Bon. C'est entendu. Oui. Alors, dans ce festival, il y aura 2 têtes d'affiche, le Gabonais Omar Defunsu Ogengue et le Camerounais Major Assé. Amobé, dans la famille hip-hop, je demande le rap africain, vous nous apportez comme un parfum de retour aux sources. Retour aux sources, j'irai même plus loin, c'est-à-dire que l'Afrique est la matrice et le continent de l'invention du hip-hop mondial, puisque je ne vais pas refaire l'histoire, les brûlures de l'histoire, on les connaît, la traite négrière à Essémé. La musique était interdite pendant la déportation sur les continents hors d'Afrique, et donc la seule possibilité percussive, c'était la voix. Donc les mélopées africaines, le ragtime, le negro spiritual. Quand ça s'évangélise, ça devient le gospel. Je vous fais en résumé le ragtime, le jazz, le blues et tous les dérivés, jusqu'au hip-hop. Je vais poser la question peut-être à Pape Diouf. Lorsqu'on dit que l'Afrique a inventé le rap, le tasso, c'est une danse traditionnelle et une rythmique traditionnelle du Sénégal qui est très proche du rap. Ça vous parle ? Ça me parle forcément, et puis je pense que quand même vous avez tout à fait bien dessiné les contours de cette musique d'aujourd'hui. Hein. Alors juste un petit mot, Lise Laure, pour dire qu'il y a donc la tragédie des peuples noirs, la déportation, et tout de suite on arrive pour une mention spéciale du côté de la Jamaïque, parce que les toasters, Linton Kwesi, Johnson, où on va citer encore des gens comme Lee Scratch Perry, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Non, tu as dit Linton Kwesi, Johnson, j'adore. Voilà, cette manière un peu syncopée de raconter, un peu comme dans les familles traditionnelles, le Iragas, par exemple, les soirées de veillée à Madagascar, etc., aux Antilles, le Ladjet de parole, tout ça, c'est la même unicité. Et on peut citer, dans la forme plus actuelle, contemporaine, des premiers tubes de la saga du hip-hop, le Sugar Hill Gang, les Last Poets avant ça, les percussions, des voix, et puis je citerai plus récemment quelqu'un qui a disparu et qui disait que la télévision ne sera pas le vecteur par lequel passera la révolution, c'est Jill Scott Heron. Alors, quels sont les pionniers de ce rap africain et de qui ils s'inspirent? Alors, en Afrique, c'est la Nangadev Connexion, hommage au Sénégal, puisque c'est du côté du Sénégal que ça se passe. C'est lui qui a décidé de la baptiser comme ça ce soir. Mais c'est comme ça que ça se passe, ma sœur. Mais ça ne s'appelle pas la Nangadev Connexion. Ça s'appelle la Tchéboudienne. C'est ce qu'on appelle la langue française, est une langue vivante, nous la labellisons, et elle s'en porte bien. Donc, mieux que ça, le hip-hop et le R&B mondial sont influencés par le rap africain. Dougeti, Awadi sont les pères fondateurs du hip-hop africain francophone, les premiers du côté du Sénégal. On est là donc au début des années 90 et seul Lord Da-City en Afrique du Sud commence alors à emboîter le pas. Je vous propose de regarder justement un extrait de celui qui est aujourd'hui encore le dépositaire légataire du hip-hop africain, c'est Awadi du côté du Sénégal. Elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi. Elle me vient de Nelson Mandela, ma révolution. C'est un hommage à Samora. Elle me vient de Samori, s'analyse dans le Guevara, ma révolution. Elle me vient de Mao Mao, de Mars à Lénine. Pour la Chine, y a même du Mao, ma révolution. Au Bénin, elle vient de Béancin. Je la crie, je la répète, elle me muezzin, ma révolution. Elle porte un nom, Franz Fanon. Damné de la terre, Aimé Césaire, tel est son nom, ma révolution. Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le taire, ma révolution. Pas mes coups, ma panafricanisme, et je me bats. À Mobé, on peut dire que le Sénégal est la première puissance du hip-hop derrière les États-Unis? Absolument. En termes de production, en termes de nombre de groupes, les femmes occupent une place importante également. Effectivement, le Sénégal, c'est la teranga, c'est le pays de l'accueil. Et effectivement, c'est l'endroit où l'on promeut le plus le hip-hop. Et il y a un courant même un petit peu plus engagé, qu'on voit un petit peu moins dans les majors et sur les chaînes de télévision. C'est Taleb Kweli, c'est Erykah Badu, c'est toutes celles et tous ceux qui revendiquent donc un certain esprit de revival, de retour aux sources d'une Afrique debout, digne et en action. Je voulais vous faire découvrir un jeune artiste burkinabé qui n'a pas sa langue dans la poche. Regardez tout de suite, s'appelle Smokey. Mesdames et messieurs, je vous prie d'approcher. Bien que ce soit la période des vaches maigres, je ne vous mangerai pas. 1, 2, 3,
votez pour moi. Sur la croix, je serai droit. 4, 5, 6, plus de justice. Je punirai tous mes complices. 7, 8, 9, remets tout à neuf. Je promets, même si c'est du bluff. 10, 11, 12, avant qu'on en découse. Je vous mets tous dans la bourse. Population de ce pays, je vous ai compris. Et pour vous le prouver, je baisserai le prix du riz. Pour vous, je serai un père, regarderai pas la dépense. Enfin, je me rattraperai sur la bière et l'essence. Walé, des nouvelles du numérique? Tout à fait. Alors, première question, Pape Diouf. Est-ce que vous aimez le cinéma d'animation? J'aime le cinéma dans son ensemble, c'est vrai. Alors, vous allez vous intéresser à cette initiative de nos amis ivoiriens du studio Africa Tune qui viennent de créer le premier film d'animation en 3D. C'est la première fois que c'est produit sur l'Afrique francophone. Le mieux pour en parler, je pense que c'est de regarder quelques images. Vive le peuple Ashanti! Vive la princesse Bongo! Vive la princesse Bongo! Mettons-nous en route. Dans 2 lunes, si Ofuensran n'a pas abdiqué, ce sera la guerre. Magnifique, grandiose, Ashanti! Partons sans haine, partons sans rancœur. Nos ancêtres l'ont voulu. Voilà ce que je fais de ton génie! Walé, de quoi ça parle? Alors, c'est une histoire, je pense, qui va vous plaire. C'est l'histoire de la princesse Pokou, qui est une princesse Ashanti. Donc, qu'on vient de voir à travers une bande-annonce disponible sur YouTube. Ça raconte les péripéties, effectivement, de cette jeune fille qui est en exil entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un véritable long-métrage. C'est 65 minutes, donc c'est plus d'1 heure. Ça sera disponible bientôt en salle, à partir du 6 juillet à Abidjan, pour nos amis de la Côte d'Ivoire, et aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest, et on espère prochainement aussi dans les salles de cinéma à travers le monde. Pape Diouf, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? On ne peut de toute façon que saluer ça, c'est honorable, c'est à encourager. Après, il faut évidemment que les gouvernants, je dirais, s'y mettent aussi et aident, un peu, apportent leur logistique, je veux dire, à ceux qui prennent ce type d'initiative-là, puisque ça nous restitue, je dirais, à nous-mêmes. Deuxième info sur le numérique, Walé. Alors, petite devinette pour vous. Nos amis les ingénieurs de Google ont encore eu une idée incroyable pour diffuser le Wi-Fi sur le continent africain dans les zones les plus isolées. Est-ce que vous avez une idée de comment? Des antennes géantes? Non, pas vraiment. Alors, je vais vous donner un petit indice. Ça flotte dans les airs. Un ballon comme pour la météo? Des drones américains? Pas encore les drones, pas encore nos amis de la NSA. Hein, au Mali, ils ont le Wi-Fi déjà. Hein. Alors effectivement, c'est des ballons qui vont être lancés par les ingénieurs de Google pour permettre finalement aux populations isolées d'avoir un accès connecté. C'est une véritable initiative nouvelle de nos amis de Google et c'est quelque chose d'assez intéressant finalement pour l'ensemble du continent africain. Alors, 2 questions au Walé de M. Joloko qui se demande comment est-ce qu'on va installer ces ballons et combien seront dispersés. Alors rassurez-vous, hein, Monsieur Joloko, il n'y aura pas des ballons Google dans toute l'Afrique. Hein. On va garder nos magnifiques couchers de soleil sur le continent africain. L'idée, c'est de les placer à des endroits stratégiques pour développer finalement des zones qui ont peu d'accès à Internet. Une fois que les infrastructures seront arrivées dans ces zones-là, Google va déplacer ces ballons tout simplement vers de nouvelles zones et peu à peu apporter le Wi-Fi partout en Afrique. Une dernière info pour la fin, Walé. Alors, Pape Diouf, vous êtes un passionné du ballon rond. Est-ce que vous aimez le vélo? Pape Diouf, il va croire qu'il est au commissariat. On n'arrête pas de lui poser des questions. Hein. Qu'est-ce que vous aimez? Il n'y a que moi, moi, j'ai posé aucune question. Hein. Le vélo, oui, mais je dois dire quand même que ce n'est pas mon sport de prédilection. Voilà. Alors, il semblerait que ce soit le sport de prédilection à Bamako. C'est pas un scoop, mais c'est quelque chose qui a fait tellement le tour des internets qu'on a décidé de vous le montrer. C'est la photo d'un Malien dans les rues de Bamako qui est équipé de son vélo, mais d'un type très particulier. C'est pas un vélo normal, c'est un Vélib. C'est un vélo de location qu'on trouve exclusivement à Paris et qui a donc traversé 6000 km. C'est un immigré à Bamako. Exactement, sans carte de séjour. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté aujourd'hui sur la toile et qui montre aussi l'ensemble des possibilités. 6000 km, ça correspond à quoi? Alors 6000 km, c'est pour vous donner, c'est Bamako-Nairobi. Okay. Voilà, c'est ça qui a fait le vélo pour arriver jusqu'à Bamako depuis Paris. Cette émission touche à sa fin. Merci infiniment, Pape Diouf, d'avoir accepté d'être des nôtres. Avec plaisir. Je rappelle que votre autobiographie, qui s'appelle « C'est bien plus qu'un jeu », publiée aux éditions Grasset, est toujours disponible. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve via les réseaux sociaux et le site de l'émission, 2 adresses qui s'affichent actuellement.